Bonjour à ceux qui nous rejoignent, c'est l'heure de Territoire Sénat, l'actualité parlementaire au Sénat, avec les titres de cette actualité ce matin. Saveria, rebonjour. Bonjour à tous. Comment sauver les Républicains? Gérard Larcher réunit tout à l'heure à huis clos plusieurs ténors de la droite et du centre, une initiative de rassemblement à laquelle Laurent Wauquiez devrait participer. Objectif, lancer la reconstruction. Une semaine après la déroute des Républicains aux Européennes, on en parle dans cette édition. Des étudiants en médecine mobilisés dans les déserts médicaux, c'est une des mesures votées hier par les sénateurs lors de l'examen de la loi santé. Une mesure votée contre l'avis du gouvernement. Autre point phare du texte, la suppression du numerus clausus. Elle sera effective à la rentrée 2020. La nouvelle version de la réforme des institutions, elle sera présentée d'ici la fin du mois au Conseil des ministres. La réduction du nombre de parlementaires a été revue à la baisse, passant de 30 à 25%. Emmanuel Macron s'est lui directement entretenu avec Gérard Larcher pour tenter d'aboutir à un consensus avec le Sénat. Comment sauver les Républicains? Gérard Larcher réunit tout à l'heure à huis clos les ténors de la droite et du centre, une initiative de rassemblement à laquelle Laurent Wauquiez devrait participer. Objectif, lancer la reconstruction de la droite une semaine après la débâcle des Européennes. Explication Marie Brémaud. Le président du Sénat entame une mission des plus laborieuses. Engager une démarche au travers des territoires pour reconstruire un projet qui rassemble la droite et le centre. Ce rassemblement de la droite et du centre, il est indispensable. Après la débâcle historique aux élections européennes, Gérard Larcher veut rassembler sa famille politique pour affronter la tempête qui couve. Demain, il a donc invité dans le 15e arrondissement de Paris, non loin du siège des LR, les barons de la droite et du centre, mais aussi toutes les associations d'élus locaux. Déjà quelques refus, celui du président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, ainsi que le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Mais peu importe, il va falloir convaincre et mettre tout le monde d'accord, avec deux objectifs. Écarter la tentation du Rassemblement national alors qu'une partie de l'électorat de droite s'est tournée vers le parti de Marine Le Pen, et trouver un nouveau leader capable de mettre de l'ordre et redonner un second souffle à la droite et au centre, affaibli depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Gérard Larcher est certes un homme d'expérience qui en a vu d'autres, mais la partie s'annonce serrée. Il en va sans doute de la survie de sa famille politique. On poursuit donc l'actualité parlementaire sénatoriale. Dans un instant, la rubrique L'œil 2. À tout de suite. Bonjour Marion Mourgue, journaliste au Figaro, spécialiste de la droite notamment. Exactement. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Marion Mourgue, on va voir avec vous les suites, les conséquences de cette démission surprise dimanche soir de Laurent Wauquiez. On vient de le voir, on vient de le dire, Gérard Larcher réunit tout à l'heure, le président du Sénat réunit tout à l'heure une grande initiative pour faire renaître une coalition de la droite et du centre. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette réunion cet après-midi ? Alors déjà, c'est un premier rendez-vous et donc ils vont être tous autour de la table. Ça fait bizarre de dire ça, mais ça fait longtemps qu'on ne les avait pas vus tous ensemble, puisqu'il y a des sensibilités différentes au sein de la droite et puis il y a aussi des ambitions différentes. Donc c'est déjà cette envie de les mettre autour de la table et puis de voir ce qu'ils peuvent faire, parce qu'il y a quand même une élection qui arrive très vite, ce sont les municipales. Et c'était la force des Républicains jusqu'à présent, le maillage des élus locaux et territoriaux. Et donc c'est aussi cette volonté de garder ce maillage fort, alors qu'En Marche, évidemment, lorgne dessus. Vous évoquez justement le maillage territorial, le maillage local. La reconstruction de la droite, elle passe justement par le Sénat, par cette chambre des territoires, avec notamment ces deux grands barons que sont Gérard Larcher et Bruno Retailleau. De fait, le Sénat est aujourd'hui un pilier à droite, puisque Gérard Larcher est LR et il est président du Sénat. Donc aujourd'hui, c'est celui qui a le poste le plus important à droite. Et de fait, sa voix compte. Bruno Retailleau aussi, parce qu'on sait que les Républicains, après l'élection de 2017, ont réussi à garder un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc ça leur donne un poids et leur parole va compter. Sur Bruno Retailleau, on aurait pu penser que Bruno Retailleau, qui est donc le chef de file des sénateurs, les Républicains, aurait lui aussi été tenté par une OPA sur le parti. Finalement, non. Il se range derrière Gérard Larcher. Alors, ils s'entendent très bien, donc ils ont envie de travailler ensemble et ils partagent un certain nombre de convictions sur l'avenir de la droite, sur la manière dont elle doit évoluer, même s'ils ont des sensibilités différentes. On est au tout début, j'ai envie de dire, de l'explosion nucléaire à droite. Donc on ne sait pas exactement ce qui va se passer. La reconstruction, ça va être très long, et y compris l'installation d'une nouvelle direction, ça va prendre des semaines et des mois. Et donc, il est possible qu'à un moment, Bruno Retailleau dise qu'il a envie de faire quelque chose. Pour l'instant, on n'en est pas là.
et ils sont tous en train de réfléchir. On le disait, ce sont les élus locaux que Gérard Larcher réunit tout à l'heure. Décidément, ces élus locaux, ces élus les Républicains, ils sont très courtisés. Ils sont courtisés tout d'abord par Agir, le parti de centre droit du ministre de la Culture de Franck Riester. Il y a également des appels du pied d'En Marche. Il y a également le Rassemblement national. Il va en rester des élus locaux les Républicains? C'est la bataille des prochaines semaines, voire des prochains mois. C'est-à-dire que oui, il y a des élus LR aujourd'hui, mais qui ont vu depuis plusieurs semaines et même depuis plusieurs mois que l'étiquette LR était pas très facile sur le terrain, qu'elle était presque encombrante pour les élections municipales. Et en effet, vous avez des attaques de tous les côtés, des opérations séduction. Donc on va voir les élus LR ce qu'ils vont faire, mais ils vont tous se déterminer en fonction de leur terrain, c'est-à-dire en fonction de leurs électeurs. Et donc, on aura évidemment une recomposition qui va être à voir d'ici quelques mois. La recomposition, elle se joue aussi avec Marion Maréchal Le Pen, qui hier qui a fait son retour sur la scène médiatique hier. Elle appelle aussi à une coalition des droites. Ça aussi, ça va jouer? On ne sait pas encore. Pour l'instant, l'appel n'a pas vraiment pris parce que Marion Maréchal Le Pen n'a pas de troupes sur le terrain. Et donc, les élus, là encore, vont se déterminer en fonction de leurs électeurs. Sur le terrain, il y en a peu qui ont envie d'union des droites. Ce n'est pas forcément efficace sur le point de vue électoral. Alors ensuite, ça installe une petite musique. On voit bien que certains ont cette tentation, mais ce n'est pas sûr que ça se passe au municipal. Un dernier mot, Marion Mourgue, sur une personnalité, la personnalité de droite préférée, selon un dernier sondage IFOP, c'est Nicolas Sarkozy. Il est là, il est encore là, on l'entend. Est-ce qu'il pourrait revenir ? En tout cas, s'il revient, il ne reviendra pas par le parti. Il l'a fait la dernière fois, ça n'a pas fonctionné. Il reste une des figures tutélaires, voire la figure tutélaire de la droite. Il est très courtisé, les militants l'adorent. Il se dit préoccupé par l'avenir de la droite et par l'état du parti, donc il regarde. Pour l'instant, il n'y a pas de retour à l'heure du jour. Très bien, merci beaucoup. Merci pour cet éclairage. Et on poursuit ce tour de l'actualité politique et parlementaire avec l'examen de la loi santé des étudiants en médecine mobilisés dans les déserts médicaux. C'est une des mesures votées hier lors du début de l'examen de la loi santé au Sénat. Une mesure votée contre l'avis du gouvernement. Et puis, autre point phare du texte, la suppression du numerus clausus. Elle sera effective dès la rentrée 2020. Résumé de séance avec Adrien Develay. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il est adopté. Avec ce vote, le Sénat enterre un vieux démon des études de santé. Le premier article supprime le numerus clausus et la PACES que le président de la République qualifiait en septembre dernier d'acronyme funeste menant de bons lycéens à l'échec. Vous acceptez enfin de supprimer le numerus clausus, ce qui va dans le bon sens. La PACES, première année commune aux études de santé, constitue un véritable cauchemar pour les étudiants et un gâchis d'intelligence de compétences. Une ultra-sélection synonyme d'échec pour 75% des étudiants. Le numerus clausus fixait jusqu'à présent un nombre limité d'étudiants à former chaque année en médecine et organisait une sélection drastique en fin de première année. Ce sont les facultés de médecine et les ARS qui auront désormais la main sur la formation des futurs médecins et détermineront les effectifs d'étudiants en fonction des besoins du territoire. Fin du numerus clausus, d'accord, mais cela signifie-t-il pour autant plus de moyens alloués aux universités et la fin des déserts médicaux? Certains sénateurs sont sceptiques. Le numerus clausus, par ailleurs, est passé de 3 200 à 9 300 en 10 ans, et cela n'a pas réussi à enrayer le phénomène de désertification médicale. Sans augmentation du budget alloué aux universités, il est illusoire de tabler sur un accroissement significatif du nombre d'étudiants et de voir dans cette mesure une réponse qui soit satisfaisante. Le Sénat a également voté un amendement qui prévoit une meilleure répartition des futurs professionnels de santé en fonction des territoires, poussant vers une régionalisation de la santé. Les discussions du projet se poursuivent, avec notamment les modalités d'admission à l'internat de médecine. On poursuit Territoire Sénat avec dans un instant l'interview politique. Laurence Cohen, sénatrice communiste du Val-de-Marne, sera sur notre plateau dans un instant. Bonjour Laurence Cohen, sénatrice communiste du Val-de-Marne. Merci d'être là ce matin avec nous. Bonjour Laurence Cohen, vous êtes vice-présidente de la Commission des affaires sociales. Vous êtes surtout le chef de file de votre groupe, du groupe communiste, en ce qui concerne la loi santé. C'est parce que c'est bien de cette loi santé dont on va parler. Hier, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a déclaré « Il faut répondre à l'urgence dans les territoires ». Est-ce que ce texte y répond selon vous, en tout cas en partie ?
Pas du tout, malheureusement. C'est-à-dire que ce texte n'est pas suffisamment ambitieux et surtout, il reste sur une enveloppe contrainte. C'est-à-dire que si vous voulez, aujourd'hui, que ce soit la médecine hospitalière ou la médecine de ville, les deux sont dans un état terrible. Il manque des médecins partout, à l'hôpital comme dans les cabinets libéraux. Et malheureusement, la ministre ne débloque pas suffisamment de moyens financiers, humains, pour remédier à ces problèmes. Alors néanmoins, vous parlez budget, néanmoins ce texte comporte une grande réorganisation territoriale de la médecine. Votre groupe, le groupe communiste, a déposé une question préalable. C'est en fait une mesure qui permet de rejeter un texte, une loi, avant même son examen. Il n'y a rien à sauver réellement pour vous dans ce projet de loi? Je veux dire que cette question préalable était vraiment une position très forte de notre groupe pour marquer le fait que cette loi ne répond pas à la souffrance des personnels. Partout, sur tous les territoires, il y a des mouvements de grève, de protestation des personnels qui n'en peuvent plus. Or, si vous voulez, cette loi va aggraver les choses parce qu'elle va dans la continuité, la poursuite, l'aggravation des politiques qui ont été menées depuis 30 ans, que ce soit la loi Bachelot ou la loi Touraine. Et ce qui est terrible, c'est que ce sont les mêmes recettes qui, aujourd'hui, sont examinées devant le Sénat, alors qu'elles ont échoué et qu'elles ont conduit notre système de santé là où il en est aujourd'hui. Aucune mesure ne va dans le bon sens? Bien sûr que si. C'est-à-dire, je l'ai dit d'ailleurs avec un peu d'humour, j'ai dit si notre question préalable n'est pas votée, nous allons appuyer un certain nombre de mesures qui sont positives. Alors, par exemple, le fait que le numerus clausus ait été supprimé est une bonne chose. Notre inquiétude, par contre, et là, elle est sur tous les bancs, c'est qu'il semble que la responsabilité, qui jusqu'à présent était une responsabilité nationale, soit déférée au président d'université sans moyens supplémentaires. Donc, si les présidents n'ont pas de moyens supplémentaires, comment ils vont faire pour faire en sorte qu'ils forment plus d'étudiants? Si vous voulez, en fait, on dessert un peu le numerus clausus, mais on ne va pas plus loin. C'est-à-dire que la ministre reste au milieu du gué. Vous le dites, on dessert un peu la suppression de cette première année de numerus clausus. C'est l'objectif, c'est de former 20% de médecins en plus d'ici 10 ans. 20%, c'est un chiffre conséquent. Écoutez, chiche, mais s'il n'y a pas de moyens financiers qui sont donnés, s'il n'y a pas plus de stages pour que les étudiants puissent mieux se former, on va voir ce qu'il en est. Donc aujourd'hui, mes collègues au Sénat sont très inquiets à juste titre, comme nous, du fait que sur les territoires, il manque des médecins, mais en fait, je veux dire qu'ils ont appuyé les politiques qui ont été menées depuis 30 ans. C'est eux qui votent les budgets de la sécurité sociale. Nous, au niveau du groupe communiste républicain citoyen écologiste, on ne les vote pas, on vote contre. Vous venez de faire un tour de France, depuis un an, un tour de France des hôpitaux. Vous allez même déposer une loi cadre, une grande loi. Quelles sont justement vos propositions en ce qui concerne les hôpitaux et puis également les EHPAD dans lesquels vous êtes rendus, je crois? Tout à fait. D'abord, c'est une expérience extrêmement riche parce que sur tous les territoires, nous avons été merveilleusement accueillis. Que ce soit par les personnels hospitaliers de santé, que ce soit les personnels administratifs ou les directions, ils étaient très contents de voir des parlementaires se déplacer et aller sur le terrain pour constater de la situation. Et partout, elle est pareille. Justement de cette observation de terrain? Eh bien, cette observation de terrain m'a confortée sur ce que je vois, moi, dans le Val-de-Marne, c'est-à-dire une souffrance très forte des personnels, un manque de personnel très important. C'est pour ça que nous proposons d'ailleurs qu'il y ait 100 000 postes qui soient débloqués au niveau de l'hôpital et 100 000 par an sur 3 ans au niveau des EHPAD. Parce que si vous voulez, moins il y a de personnel dans les hôpitaux et dans les EHPAD, moins nous assistons à une bonne qualité de soins. Quand il y a de mauvaises conditions de travail, eh bien évidemment la qualité des soins s'en fait ressentir. Donc il y a déjà cette souffrance-là et aussi il y a un formidable engagement des personnels. C'est-à-dire que vraiment, si l'hôpital aujourd'hui tient debout, c'est par rapport à cet engagement et le fait qu'il lutte pour le bien commun, pour le service public. Alors, Cohen, une des propositions phares de cette loi, de ce projet de loi du gouvernement, c'est la création des futurs hôpitaux de proximité. Quelle est votre position là-dessus, sur les hôpitaux de proximité? Il y en a 250 aujourd'hui. On va passer à 500 hôpitaux de proximité. Alors, d'abord, juste sur la loi cadre, c'est pour nous la démonstration d'autres choix qui sont possibles. Et nous avons plus de 80 propositions que je ne vais pas pouvoir détailler, bien évidemment, ce matin, à la fois au niveau financier
et à la fois concret d'organisation différente du système de santé. Ça, c'est extrêmement important. On est très inquiet sur cette gradation des soins en 3 niveaux. L'hôpital de proximité, la ministre, la main sur le cœur, dit qu'elle ne va pas les supprimer, mais elle les transforme en véritables coquilles vides. C'est-à-dire il n'y aura plus... Hier, à la tribune, elle a promis des moyens financiers importants. Elle a même garanti, parce qu'on sent que c'est une inquiétude aussi pour les sénateurs, pour les élus locaux. Il n'y a pas de carte hospitalière cachée. Selon vous, est-ce qu'il ne faut pas la croire, en fait, c'est ça? Non, c'est pas ça, si vous voulez. C'est qu'elle reste toujours dans cette même logique. C'est-à-dire, comme il y a moins de médecins, il y a une démographie médicale que l'on constate, eh bien, elle essaye, avec les moyens du bord, de trouver des solutions qui sont des mauvaises solutions. Parce que quand il va y avoir des hôpitaux de proximité dans lesquels il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de maternité, il n'y a pas de chirurgie, on va éloigner les patients des centres de soins, on va éloigner les professionnels. Aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il y a 12% seulement d'étudiants qui, à l'issue de leurs études, acceptent de s'installer en libéral. Mais on sait très bien que celles et ceux qui s'installent à côté de centres hospitaliers. Si vous les videz de leur service, ils ne vont plus vouloir s'installer. Donc on va aggraver les déserts médicaux. C'est pour ça, on va en parler, on va dire un mot sur les déserts médicaux, mais tout d'abord, restons sur les hôpitaux de proximité. Agnès Buzyn a envie d'autoriser l'obstétrique. Vous venez d'en parler dans ces établissements, pas de maternité donc dans ces futurs hôpitaux de proximité. Ça, c'est quelque chose que, élus de gauche comme de droite, vous rejetez. Il fallait des maternités, il fallait de l'obstétrique dans ces hôpitaux de proximité. Bien sûr, pourquoi? Parce qu'on voit bien... Il faut des moyens, il faut un anesthésiste, il faut un chirurgien. Bien sûr, mais nous proposons par exemple que les sages-femmes puissent être évidemment sous le contrôle, l'accompagnement d'un médecin comme ça se fait aujourd'hui, eh bien, être responsable des accouchements, c'est d'ailleurs ce qu'elles sont tout à fait en capacité de faire. Donc, il y a des solutions possibles, mais il faut pour ça avoir la volonté politique de faire en sorte qu'on revalorise la fonction hospitalière. Elle n'est pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, elle n'est pas au rendez-vous. Pour terminer, en ce qui concerne justement les déserts médicaux, est-ce que vous pensez qu'il faut remettre en cause la liberté, la fameuse liberté d'installation des futurs médecins dans certains territoires? Est-ce que vous êtes favorable à des mesures coercitives? Bien écoutez, moi je trouve que c'est un vrai débat. Parce qu'effectivement, on s'aperçoit aujourd'hui que les mesures incitatives ne fonctionnent pas. Beaucoup d'aides, Voilà. Donc ça, c'est un constat. Nous prenons la création de centres de santé sur l'ensemble du territoire en maillage avec les hôpitaux. Pourquoi? Parce que les centres de santé correspondent aujourd'hui à l'envie des jeunes médecins, en fait. C'est-à-dire travail collectif, travail salarié, et en fait, pour les patients, c'est le tiers payant. Donc ça, c'est une des solutions qu'il serait importante de mettre en œuvre. Très bien. Merci beaucoup. Laurence Cohen, sénatrice communiste. 2,49% des voix aux européennes, c'est le pari de Jan Brossa qui a raté, qui n'a pas marché. Donc pas de député au Parlement européen pour le Parti communiste. Quelle remise en question possible pour votre parti? On a vu que les Républicains, tout au long de cette matinale, eux, sont en train de tirer des leçons de leur défaite. Être communiste, est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui? Écoutez, moi je pense que ça a un sens parce que nous sommes du côté des populations. Et nous nous battons, que ce soit au niveau local ou au niveau national, avec des propositions alternatives. Les gens ne nous suivent pas, mais c'est ce qu'a essayé de porter durant la campagne Jan Brossa. Je crois que sa campagne a été dynamique, elle a été sur le terrain, elle n'a pas porté de fruits. Je crois que c'est aussi une leçon pour l'ensemble de la gauche de voir comment effectivement, on s'organise face à ce qui est pour moi une très grosse inquiétude, c'est la montée de l'extrême droite qui aujourd'hui est banalisée, qui cache son jeu. Et c'est vrai au niveau, cette montée de l'extrême droite, au niveau de la France, au niveau de l'Europe et aussi au niveau mondial. Et ça, c'est un véritable danger. Bien sûr, une remise en question. Quand on a le résultat que nous avons, il y a une remise en question, mais nous allons justement poursuivre notre bataille et aller à la rencontre de toutes celles et tous ceux qui veulent changer cette société. Merci Laurence Cohen. Sénatrice communiste du Val-de-Marne. Merci beaucoup. Dans le reste de l'actualité, la nouvelle version de la réforme des institutions, elle sera présentée d'ici la fin du mois en Conseil des ministres. La réduction du nombre de parlementaires a été revue à la baisse, passant de 30 à 25%. Emmanuel Macron s'est lui directement entretenu avec Gérard Larcher pour tenter d'aboutir à un consensus avec le Sénat. Explication, Adrien Develay. La réforme des institutions, acte 2. Et déjà, les premières pistes sont avancées.
Comme prévu, le texte devrait prévoir la diminution du nombre de parlementaires. Gros point de désaccord entre l'exécutif et le Sénat. Le gouvernement, qui proposait 30% de députés et de sénateurs en moins l'été dernier, proposerait cette fois 25%. Le président du Sénat, Gérard Larcher, 20%. Autre sujet de débat, l'introduction d'une dose de proportionnelle aux élections législatives. Après avoir proposé 15% l'année dernière, il pourrait augmenter la part à 20%. Moi, j'ai un point de vigilance sur ce sujet-là qui est le risque d'avoir deux catégories de députés. Une catégorie de députés qui seront des députés élus dans leur circonscription, députés de terrain, et puis des députés élus sur des listes nationales, plus sur des profils d'apparatchiks et qui, eux, seront essentiellement en région parisienne. De l'ancien projet de réforme des institutions devrait notamment rester l'inscription dans la Constitution du principe de protection de l'environnement. Le Conseil économique, social et environnemental, quant à lui, devrait se transformer en Conseil de la participation citoyenne, avec une partie de ses citoyens tirés au sort. Une forme qui laisse toutefois sceptique le sénateur Patrick Kanner. Amener des citoyens ponctuellement à travailler sur un sujet, pourquoi pas? Mais à la place des membres titulaires du CESE, je ne suis pas sûr que cela améliorera fonctionnellement cette troisième chambre. On est là aussi dans une forme de gadget, disons-le simplement, qui est présenté par M. Macron. Le projet de l'exécutif prévoirait aussi l'abaissement du seuil de déclenchement du référendum d'initiative partagée, passant de 4,7 millions de citoyens signataires à 1 million. Pour mener à bien cette réforme des institutions, le gouvernement devra compter avec le Sénat. Édouard Philippe pourrait préciser le calendrier d'examen de la réforme lors de son discours de politique générale prévu le 12 juin à l'Assemblée. Et voilà maintenant ce qui se passe au Sénat, l'agenda. Saveria. Alors à 14h aujourd'hui, il faudra suivre une table ronde sur les politiques publiques. En ce qui concerne la filière sidérurgique, l'événement est organisé par l'émission d'information sur l'avenir de la sidérurgie qui va permettre d'évoquer des problématiques actuelles, notamment le cas d'Ascoval, comment accompagner les entreprises en difficulté. Et puis deux présidents de région, Xavier Bertrand et Jean Rotner, seront présents demain, seront auditionnés demain. Autre temps fort à 14h, la suite de l'examen du projet de loi de réforme de la santé, un texte sur lequel les sénateurs, on l'a vu, vont imprimer leur marque, notamment en ce qui concerne l'organisation territoriale de la santé et les futurs hôpitaux de proximité. Et puis, dernier temps fort à 17h, il faudra suivre la commission mixte paritaire sur le projet de loi pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris. Sénateurs et députés trouveront-ils un accord sur ce texte important alors que les sénateurs sont très opposés au caractère dérogatoire de la loi. Ils ont d'ailleurs supprimé l'article 9 qui permet justement de déroger aux règles et aux normes d'urbanisme. Voilà, tout de suite on passe à la revue des unes de la presse quotidienne régionale. Dans un instant, à tout de suite. On démarre avec la une de la Dépêche du Midi, l'opération survie des Républicains dont on parle beaucoup. Comment sauver la droite? Gérard Larcher est à la manœuvre aujourd'hui. Le président du Sénat réunit tout à l'heure à huis clos plusieurs ténors de la droite et du centre, une initiative de rassemblement à laquelle Laurent Wauquiez devrait également participer. Objectif, lancer la reconstruction des Républicains. Une semaine après la débâcle aux européennes, le statu quo ne peut être une réponse. Nous ne pouvons assister, spectateurs, à la désintégration de la droite et du centre qui seuls peuvent représenter une alternance crédible. Je ne peux m'y résoudre, écrit le président du Sénat dans sa lettre d'invitation. On passe ensuite à la une de la Marseillaise. Le revenu universel, c'est l'arnaque en marche, titre le journal de PACA. Emmanuel Macron l'avait promis lors de la présentation du plan pauvreté en septembre dernier, la création d'un revenu universel d'activité pour 2020. Le but de ce RUA est de rassembler plusieurs aides sociales en une seule. Au moins 3 allocations sont concernées, le revenu de solidarité active, la prime d'activité et les aides au logement. Mais les acteurs de la solidarité sont inquiets. Censé simplifier les aides sociales, le dispositif risque en fait d'en réduire le champ et d'exclure certains travailleurs pauvres. Ils nous ont libérés il y a 75 ans. C'est la une de la presse de la Manche. L'hommage à nos libérateurs, Saveria. Coup d'envoi hier d'une grande semaine de commémoration à 40 ans. Ce sont des enfants qui ont rendu un hommage aux vétérans. C'est en Angleterre, à Portsmouth, que les chefs d'État se retrouveront demain autour de la reine Elisabeth II. Les grands alliés seront presque tous réunis. Emmanuel Macron fera bien sûr le déplacement, ainsi que Donald Trump pour les États-Unis et Justin Trudeau pour le Canada. Engagé
Angela Merkel a également été conviée. Puis selon l'Élysée, ce n'est pas le cas de Vladimir Poutine, qui sera donc le grand absent de ce rendez-vous. Donald Trump était ensuite attendu en Normandie pour un hommage aux vétérans américains. Et on termine avec les dernières nouvelles d'Alsace. Les DNA, ce sont les lycées qui sont concernés, où le tout numérique inquiète beaucoup. Le numérique à marche forcée. Eh bien, dans les lycées du Grand Est, des enseignants disent non. Une cinquantaine de personnes se sont rassemblées sous les fenêtres de l'hôtel de région Grand Est au Vaquin hier soir pour protester contre le programme Lycée 4.0. C'est un projet qui prévoit de remplacer tous les manuels scolaires par leurs équivalents numériques. Ce passage au numérique inquiète en effet les enseignants. Exemple avec Aurélia Sor, elle est professeure de lettres au lycée Henri Poincaré à Nancy. Apprend-on mieux avec le numérique? C'est pas du tout sûr, répond-elle. Quel est l'impact de ce temps? En plus, passer devant un écran sur la santé et sur la qualité de vie des élèves. Cette professeure répond, certaines études en la matière sont inquiétantes. Et puis, quelles conséquences sur l'environnement? La pollution liée au numérique est plus forte que la pollution avec le papier. La région Grand Est va en tout cas se positionner comme la première région numérique de France. Merci beaucoup Saveria, on vous retrouve demain pour l'actualité parlementaire et la revue de presse. Au revoir. Très bonne journée à tous et à demain. On reste ensemble, on regarde dans un instant la météo des territoires avec des pluies, de l'orage qui arrivent en France et puis le zapatin de Christophe Combarius qui s'est également passé chez nos confrères dans les autres matinales d'infos. On se retrouve après, à tout de suite. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Laurent Wauquiez s'est comporté en homme d'honneur et en homme de valeur. Voilà, je suis un petit peu triste pour lui. Il a privilégié l'intérêt de la famille politique à son intérêt à lui. Moi, personnellement, évidemment, c'est un ami, donc c'est quelque chose qui n'est pas agréable. C'est pas tellement la question de la personne de Laurent Wauquiez. Le vrai sujet, c'est celui de la ligne politique. Nous avions été quelques-uns avec notamment Éric Woerth à essayer d'expliquer à la fois à Laurent Wauquiez et puis autour de nous qu'il fallait toujours tirer les enseignements. Laurent Wauquiez avait une ligne qui était claire, mais c'était sans doute pas la bonne. Il faut évidemment s'ouvrir, il faut tout ouvrir. On a besoin d'être un parti ouvert de la droite au centre. L'UMP d'abord, c'est la grande erreur, d'avoir fondu un grand mouvement populaire et social dans un parti de notables, qui a rétréci considérablement son socle sociologique, pas idéologique, mais sociologique. Et ce socle sociologique l'a quitté, ou est en train d'achever de le quitter. Ce parti est mort. Voilà, c'est devenu un syndicat de défense, syndicat d'élus locaux. Ils sont un peu en voie de parti socialisation et on voit un effondrement des deux grands partis qui sont partagés le pouvoir depuis maintenant 30 ans dans notre pays. On n'est pas mort, on a un avenir. En fait, je vous demandais s'il y avait de l'amertume chez lui. Non, pas du tout. Vraiment. Aucune. Non. Aucune amertume. Vraiment, je crois que c'est pas le genre de la maison. Ce qui a fait exploser les Républicains, c'est qu'en réalité, il y avait des idées totalement antagonistes qui cohabitaient depuis très longtemps dans une ambiguïté permanente à l'intérieur de ce parti. Les électeurs ont décidé de clarifier la situation. Nous ne sommes pas inquiets, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'élus centristes qui pensent que le gouvernement doit réussir, que le président de la République ne peut pas échouer, et que par là même, c'est vers nous plutôt qu'ils vont se tourner demain, plutôt que vers une nouvelle composition hétéroclite qui, en l'absence de ligne politique réelle, ne peut pas attirer aujourd'hui. Débaucher des maires. Mais c'est quand même mal connaître ce qu'est un maire dans la République française. Un maire, qu'est-ce qu'il veut? Il a un projet pour son territoire, il a un projet pour sa ville. Et il fait déjà des listes qui sont des listes ouvertes, qui sont des listes engagées sur le territoire. Et là, on va dire au maire, mais écoutez, maintenant, vous allez poser votre étiquette En Marche
au-dessus du perron de la mairie, et comme ça on vous soutiendra et on vous embêtera pas. À ces maires, il faut leur dire, vous n'êtes pas à vendre. Je trouve assez indécent l'appel du Front National, Rassemblement National, ou l'appel de M. Macron en disant « Allez, venez chez nous ». Un maire s'est élu sur une confiance avec une population, dans une proximité, je dirais presque viscérale. Donc, s'imaginer que les partis politiques vont régler ce problème-là, c'est une grave erreur. Voilà, merci de votre fidélité. Demain, l'invité politique de Territoire d'Info, c'est Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture. On se retrouve aux mêmes heures et encore une fois, passez une excellente journée. À demain, au revoir.